H, et je mets le nom de ma base, d'état, entre crochet, virgule, -1. Pour dire que dans ma base d'état, d'enlever juste la variable fromage. Or, cette variable fromage-là, c'est la première colonne. Donc, c'est pourquoi je mets -1. Quelqu'un d'autre peut écrire ceci, ça fera exactement la même chose. Vous pouvez écrire d'état et dire de prendre les colonnes de 2 à 10. Donc, ça ferait la même chose. Vous allez dire 2.10. Vous aurez exactement les mêmes bases. Donc, bon, je vais commenter ça et utiliser la première fonction que je viens d'écrire. Donc, je vais utiliser ça. Donc, je mets un commentaire. Extrait. Extrait les variables qui décrit les différents fromages. Il décrit le fromage. C'est bon. Et maintenant, toujours pour la visualisation, j'ai besoin de renommer mes lignes dans ma base. Donc, je peux afficher ma base que je viens d'extraire. Je copie, je mets ça là. Et on a la base. Donc, ça comporte les 9 variables qui décrivent les propriétés nutritives des 29 fromages. Étant donné que j'aurai besoin dans la visualisation des noms, des lignes, des fromages, je vais renommer mes lignes. Donc, je vais renommer ces différentes lignes-là par le nom des fromages. Donc, je vais utiliser la fonction rename. Rename. Et dire rename de ma base d'état CAH. Est égal à la première colonne de ma base d'état. Donc, je mets d'état entre crochet, virgule 1. Et j'exécute. Maintenant, je peux réafficher ma base d'état CAH. Et voilà. On voit effectivement que les noms des lignes qui étaient de 1 à 29 devient F1 à F29 avec les 9 variables. Avant de faire ma classification, étant donné que mes 9 variables ne sont pas dans les mêmes unités, il faut que je standardise chaque variable. Standardiser veut dire centrer et réduire. Centrer pour dire, je vais calculer la moyenne de chaque variable et je prends chaque observation et je fais moins la moyenne. Je vais calculer
les cas types de chaque variable. Et ce que je viens de calculer, je fais diviser par chaque valeur divisée par les cas types de la variable. Donc, pour le faire dans R, nous n'avons pas besoin de calculer la moyenne directement nous-mêmes. On utilise directement la fonction scale. Donc, nous allons utiliser la fonction scale. Et s'il te plaît, Clarisse, on Oui. dirait que tu t'es éloigné de ton micro, donc on ne t'entend plus très bien. Ah, ok, docteur. C'est bon? Oui, c'est mieux maintenant. Ok. Donc, comme je le dis, nous allons standardiser nos données. Standardiser parce que chaque variable ne se trouve pas dans les mêmes unités. Donc, les valeurs les plus grandes, comme calories, sodium, auront une influence disproportionnelle sur le calcul des distances. Donc, nous allons standardiser nos données. Et je disais tantôt que standardiser veut dire centrer et réduire. Pour centrer, il suffit juste de calculer la moyenne de chaque variable et les observations de chaque variable de faire moins cette moyenne-là. Réduite, juste on calcule les cas types et ce qu'on vient de calculer pour chaque observation, on fait diviser par les cas types. Et pour le faire dans R, nous n'avons pas besoin de calculer la moyenne ni les cas types. Il nous suffit juste d'utiliser la fonction scale. Donc, nous allons standardiser nos données. Nos données. Cette base que je vais standardiser, je vais donner un autre nom qui est différent de data CH. Donc, je vais nommer data scale. Je vais utiliser la fonction scale. En parenthèse, le nom de ma base, data CH. Donc, je vais mettre data CH. C'est quelque part là. Je sélectionne et j'exécute. Donc, je viens juste de standardiser mes données. Je peux afficher le résultat. OK. Donc, c'est ma base standardisée qui est ici. Pour faire ma classification hiérarchique ascendante, j'ai besoin de calculer les distances. Donc, j'ai besoin de calculer la matrice de distance. Et pour ce faire, je vais utiliser la distance euclidienne. Donc, on a juste besoin d'utiliser la fonction 10 pour calculer la distance entre les individus. Donc, je commente calculer la matrice de distance. La matrice de distance. Bon, je peux donner un autre nom différent de ce que je viens de calculer. Je peux dire distance matrice et j'utilise juste la fonction 10 de R.
Je mets le nom de ma base data scale que je viens de standardiser. Et je précise que la méthode que je veux utiliser, la distance que je veux utiliser, c'est la distance euclidienne. Donc, je vais mettre méthode égale à euclidienne. En griffe, euclidienne. Et j'exécute. Je peux afficher ma matrice de distance. Et je vois que c'est une matrice symétrique. Donc, ma matrice, c'est une matrice symétrique. C'est pourquoi ils ont juste affiché une partie des résultats, au fait. Donc, c'est une matrice symétrique. Et c'est sur cette matrice de distance que je vais faire ma classification hiérarchique ascendante. Appliquer. Classification hiérarchique. Ascendante. Bon, je vais nommer ça les résultats de ma classification HC. Et pour le faire, j'ai besoin de la fonction H cross de R. Donc, je mets H cross entre parenthèses le nom de ma matrice de distance. C'est ça, j'ai nommé distance matrice. Donc, je peux copier. Je mets virgule. La méthode que je veux utiliser, c'est la méthode de WAD. Égale en griffe WAD WAD D. Et j'exécute. Donc, je viens de faire ma classification hiérarchique ascendante. Je peux afficher le résultat. Maintenant, comment savoir le nombre de groupes à choisir au fait? Comment identifier le nombre de groupes à choisir après avoir fait ma classification hiérarchique ascendante? Pour le faire, je vais utiliser la méthode de perte d'inertie. Donc, je vais plot le graphe de perte d'inertie. Donc, je vais prendre le graphe de perte d'inertie et il faut que j'arrive à prendre les valeurs des pertes d'inertie pour les différentes
groupe. Et je vais nommer mon truc inertie qui me permet de recueillir les différentes inerties. Inertie AC, je donne le nom de la classification que je viens de faire. Je mets $. Ça se trouve dans ce qu'on appelle id. Mes inerties se trouvent ici. Je vais essayer de prendre ça, mais je vais essayer de ranger ça par ordre décroissant. Donc, je vais mettre sorte en parenthèse l'inertie et je dis que c'est par ordre décroissant. Donc, je mets un decrease égal à true. Égal à true. Et j'exécute. Je viens de récupérer mes inerties dans un vecteur nommé inertie. Maintenant, je vais plot mon inertie pour choisir le nombre de groupes à considérer pour ma classification hiérarchique ascendante. Donc, je fais plot. Je mets inertie, virgule. Je donne un nom à l'axe de l'abscisse. Donc, je mets un slab égal à nombre de classes en griffe. Je mets nombre de classes. Nombre de classes. Je donne un nom à l'axe des ordonnées. Je mets une virgule. Y lab égal à inertie. Je mets inertie. Maintenant, quelle forme de plot je veux? Quel type de plot je veux? Dans R, il y a plusieurs types de plot. Dans R, vous pouvez avoir des pointillés. Vous pouvez dire que vous voulez des courbes. Si c'est des points que vous voulez, on va mettre type égal à P. Si c'est en fait une ligne, des lignes, vous voulez, on va mettre que type égal à B. Maintenant, pour bien voir comment mes paires d'inertie se produisent, je vais faire ça sous forme d'escalier. Donc, je vais mettre type égal à S. Donc, j'ajoute type égal à S. Égal à en griffe S. Et j'exécute. Donc, je viens d'avoir mon graphe de perte d'inertie. On va zoomer. On voit que quand le nombre de groupes qui 1 à 2 groupes, donc on a 2 groupes ici, notre perte d'inertie est beaucoup plus grande. Donc, vous voyez, toutes ces pertes d'inertie quand on quitte 1 ou 2 groupes. Quand on quitte 2 groupes ou 3 groupes, voici toute cette perte d'inertie qu'on a. Quand on quitte 3 groupes ou 4 groupes, je vais essayer.
Donc, je disais, quand on quitte un groupe ou deux groupes, voilà toute cette paire d'inertie qu'on a. Si on quitte deux groupes ou trois groupes, on a tout ceci. Si on quitte trois groupes ou quatre groupes, on a tout ceci. Si on quitte quatre groupes ou ceci, on a tout cette paire d'inertie. Mais si on quitte cinq groupes ou six groupes, on voit que notre paire d'inertie devient de plus en plus faible. Donc, le nombre de groupes qu'on va choisir revient à prendre cinq groupes. Donc, on va classer nos différents fromages en cinq groupes. Donc, étant donné que on sait le nombre de groupes qu'on veut avoir, quels sont les fromages qui sont dans chaque groupe? C'est ça qui nous intéresse maintenant. Quels sont les fromages qui sont dans chaque groupe? Donc, on va essayer de visualiser les fromages qui se trouvent dans chaque groupe. Pour le faire, nous avons besoin du package Fato Extra. Donc, je charge mon package. Je vais charger le package. Et je mets la librairie. En parenthèse, le nom de mon package. Ici, le nom de mon package, c'est Fato Extra. Et j'exécute. Pour afficher les différents, mon dendrogramme, en quelque sorte, qui montre les différents fromages qui se trouvent dans chaque groupe, je vais utiliser la fonction fils-dans. Donc, j'attends. OK. J'ai bien chargé mon package. Donc, je mets fils underscore, c'est ici déjà. Ça me propose toutes les fonctions. Donc, c'est ici. Fils donne le nom de ma classification que je viens de faire. Je peux préciser la taille des noms de mes fromages. Donc, je mets 16 égale à 0,5. J'ai quatre groupes. Je dis, je mets K égale à 4. Donc, j'ai quatre groupes. Je dis 4, 5 groupes. Au fait, on a considéré 5 groupes. Donc, je mets K égale à 5 pour dire qu'on a considéré 5 groupes. Donc, de m'afficher mon dendrogramme avec les 5 groupes. Je peux essayer d'encadrer au fait chaque groupe. Donc, je vais mettre égal à tout pour dire d'encadrer chaque groupe. Égal à tout. Je peux dire de colorer les rectangles qui encadrent chaque groupe. Donc, je mets red 5 égal à tout. Maintenant, je peux donner de nom à mon dendrogramme. Je mets dendrogramme. Je mets min égal à en bref. Dendrogramme. Avec la méthode avec la méthode
fais la méthode de Watt et que j'ai utilisé la distance. Je peux préciser que j'ai utilisé, bon, je vais laisser ça comme ça. Je peux préciser que j'ai utilisé la distance euclidienne pour pouvoir faire ce dentogramme-là. Figure en abscisse, je peux nommer mon abscisse. En abscisse, j'ai le nom de mes fromages. Donc, je mets toujours une syllabe égale à fromage et je nomme aussi classe des ordonnées. Je mets Y lab égale à distance. Et j'exécute. Ça vient. OK. C'est bon. Donc, nous avons nos 5 groupes. On sait que les fromages 29, 16, 17 et 21 sont dans le même groupe, mais on ne sait pas si c'est le groupe 1 qui est ici quand même. Mais on sait qu'ils sont dans les mêmes groupes. On sait que les fromages F8, F5, F7 et F14 sont dans les mêmes groupes. Et qu'est-ce qui caractérise chaque groupe? On ne sait pas. Donc, on va créer d'abord une autre variable qui nous donne les informations pour dire au fait chaque fromage est dans quel groupe. Et ça va nous donner maintenant le numéro de chaque groupe. Et on va compléter cette variable à notre base de départ pour pouvoir donner les caractéristiques de chaque groupe. Pour le faire, on va préciser que on va mettre information sur les groupes. Information sur le groupe de chaque fromage. Fromage. On va préciser que le nombre de groupes qu'on a eu, c'est égal à 5. Donc, je vais mettre K égale à 5. Et pour avoir les informations pour la variable qui représente le groupe de chaque fromage, je vais utiliser la fonction Q3. Donc, je vais dire cluster, je donne un nom à cette variable-là, je mets cluster. J'utilise la fonction Q3 pour dire de couper mon arbre qui est ici
En considérant que le nombre de groupes que je veux former est 5 et de me donner maintenant le groupe de chaque formage au fait. Donc, je mets Q2 égale à Q3 entre parenthèses de HC, virgule, K égale à K. Le K, au fait, je dois donner le nombre de groupes. Or, j'ai déjà dit que mon nombre de groupes, c'est 5 et c'est représenté par la variable K. Donc, je mets K est égal à K. Et j'exécute. OK. Je n'avais pas exécuté K égale à 5. Donc, il dit qu'il ne connaît pas la K. Donc, j'exécute K égale à 5. Et je viens ici, j'exécute. C'est bon. Donc, si j'affiche clustering, ça va me donner, au fait, le groupe de chaque fromage. Et c'est ça. Donc, je sais a priori que mon fromage 1 se trouve dans le groupe 1. Mon fromage 2 se trouve dans le groupe 2. Mon fromage 3 se trouve dans le groupe 3. Mon fromage 4 se trouve dans le groupe 1, ainsi de suite. Pour donner les caractéristiques de chaque groupe, je vais reformer ma base en incluant la variable cluster. Donc, je vais former une autre base. Que je vais dire d'ajouter la variable cluster. La variable cluster aux données de départ. Donc, je vais créer un data frame. Je vais donner un nom à mon data frame. Bon, je peux nommer ça data clustering, comme je vais ajouter les clusters. Donc, je mets data underscore clustering. Je mets égal plutôt data frame, data.frame. Data.frame. J'ajoute ma variable fromage que j'avais déjà créée. Donc, je vais dire fromage, le nom de cette variable-là, c'est fromage. Fromage. Égal à fromage. Fromage, c'est le nouveau nom que je viens de donner à mon vecteur qui s'appelait fromage, mais sans S. Donc, fromage, je mets une virgule. Je vais ajouter ma variable cluster. Maintenant, je vais écrire cluster, sans S, égal à ce cluster-là, égal à cluster. Et j'ajoute maintenant ma base de départ. Au fait, ma base de départ dont je parle, c'était ma base qui comportait uniquement mes 9 variables, qui m'avait permis de calculer ma matrice de distance et de faire ma classification. Donc, j'ajoute cette base-là. Donc, c'est ça qui est θ, C, H. Et je viens d'avoir
ma base. Je peux afficher. Donc, on voit clairement mes fromages, les différents fromages, le groupe de ces différents fromages-là et au fait les propriétés nutritives qu'on avait prises pour ces différents fromages-là. Parce que c'est ces propriétés nutritives qui m'ont permis de caractériser chaque groupe. Donc, pour caractériser chaque groupe, il suffit juste que je réalise une statistique descriptive sur mes données pour chaque groupe. Donc, pour le faire, je vais utiliser Library. Je vais utiliser plutôt le package GT Summary. Donc, je vais appeler le package GT Summary. Et j'exécute. OK. J'ai bien chargé mon package. Je peux mettre charger package à nouveau encore ici. Je vais mettre charger package à nouveau ici. Je vais dire statistique descriptive pour chaque groupe. Statistique descriptive pour chaque groupe. Je vais nommer ça result. Je nomme ça result. Et la fonction que je veux utiliser au fait, je vais dire de faire la statistique descriptive des variables qui se trouvent. Je vais préciser les variables. Donc, de faire la statistique descriptive des variables qui se trouvent dans ce groupe en fonction de la variable cluster. Donc, les variables, les 9 propriétés nutritives de nos fromages, de faire leur statistique descriptive en faisant ça, en tenant compte de la variable groupe, donc de la variable cluster qu'on a créée, donc de faire ça pour chaque groupe qu'on a créé. Donc, pour le faire, je mets la fonction ci et j'ai besoin de la fonction TBL de GT Summary. Donc, TBL underscore summary. Donc, c'est ça ici. Et je lui précise dans ma base les variables pour lesquelles je veux faire ma statistique descriptive. Donc, je mets include en parenthèse le nom de ces variables-là. Bon, pour aller vite, je vais essayer de copier ici le nom des variables-là.
J'ajoute ici. J'ajoute ici. Comme ça, ice magnésium. J'ajoute ici. Et je mets virgule entre eux. Virgule. Sodium, virgule. Calcium, virgule. Lipides, virgule. Virgule. Folate, virgule. Protéines, virgule. Cholestérol, virgule. Et je mets, bah, je vais préciser le groupe. Je mets virgule. Je mets groupe. Bye. Je mets égal. Cluster. Non, j'ai besoin de cluster. Ok. J'ai besoin de ce cluster. Ok. Et j'exécute. Et j'exécute. Ok, je peux afficher mes résultats. Je vais zoomer. Copier ces résultats-là dans Excel et pouvoir les interpréter avec mon dendrogramme. Donc, je vais copier les différents résultats qu'on a. Je vais mettre dans Excel quelque part là.
OK. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir pour chaque groupe, les groupes qui ont des fortes proportions en calories et les mettre en rouge, et ceux qui ont des proportions aussi faibles. Donc, on va commencer. Si on prend notre nutriment qui est calories, on voit que c'est le groupe 3 qui a une forte teneur en calories. Ça veut dire que c'est les fromages du groupe 4. Donc, on va essayer de mettre ça en rouge. Le plus faible, c'est celui-ci. Pourquoi le cinquième? OK. Donc, on va colorer celui-ci en rouge parce que c'est lui qui a le plus faible teneur en calories. On fera pareil pour sodium. On voit que pour sodium, c'est le groupe 1. On va le mettre en rouge. Et le plus faible, c'est toujours le groupe 5. Si on prend le calcium, on voit que en termes de calcium, c'est le groupe 3. Donc, on va essayer de colorer en rouge. Et le plus faible, c'est le groupe 4. En termes de calcium. Pour lipides, on voit que c'est le groupe 3. C'est le groupe 3. Et le plus faible, c'est le groupe 5. Pour rétinol, le plus fort, celui qui a les fromages, ce sont les fromages du groupe 4 plutôt, qui contient des teneurs élevées de rétinol. Donc, on va les mettre en rouge. Le plus faible, c'est le groupe 3. Pour folate, c'est le groupe 4. Et faible, c'est le groupe 3. Protéines, c'est le groupe 3. Et le plus faible, c'est le groupe 5. On a cholestérol, c'est le groupe 3. Le plus faible, le groupe 5. Pour magnésium, c'est le groupe 3.
Et le groupe faible, c'est le groupe 5. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre notre dendrogramme à côté de ceci pour pouvoir interpréter. Donc, on va aller chercher notre dendrogramme, c'est ça. On va le mettre à côté. Puis, là. Donc, on peut dire que le groupe 1, je vais prendre des indices ici sur le groupe 1. Le groupe 1, c'est le groupe de F1, c'est le groupe 1. Donc, c'est les formats qu'on va trouver en F1, c'est le groupe 1. F2, c'est le groupe 2. F3, groupe 3. F5, groupe 4. Et F16. Donc, le groupe 1 qui comporte les fromages F1, F11, F4, F25 et F16 sont les groupes qui sont beaucoup plus riches en calories, en calcium, en lipides, en rétinol, faibles en folate, mais riches en protéines, en cholestérol et en magnésium. Mais le groupe 2, qui est composé de F1, des fromages F1, F26, F28, F27, c'est-à-dire ceux qui sont en bleu ici, sont les groupes qui sont riches en... Bon, eux, ils sont beaucoup plus dans la moyenne. Ils ne sont pas trop pauvres en nutriments, en ces nutriments-là, ni trop riches en ces nutriments-là. Mais le groupe F3, qui est composé des fromages F3, F10, F13, F20, sont beaucoup plus riches dans presque tous les nutriments. Et le groupe 4, qui est composé des fromages F7, F5, F14, F8, sont beaucoup plus riches en calcium, en rétinol et en folate. Et on voit que le groupe 5, c'est un groupe qui est un peu pauvre en nutriments parce que beaucoup plus, il contient les moyens les plus faibles. Pour mieux interpréter nos résultats, nous pouvons toujours faire un APC sur ces trucs-là et plot les variables et voir les variables les plus importantes à interpréter. Et au fait, avec ces variables-là, on aura aussi les individus et les différents groupes de ces fromages-là. Donc, pour le faire, cette fois-ci, on ne va pas utiliser la fonction PCA, on va utiliser une autre fonction qui se trouve dans le package Fato Extra. On va utiliser la fonction. On va donner un nom, on va donner PCA, je ne sais pas trop, PCA 1, comme il y a la fonction PCA qui existe, et mettre PR. Comme on va utiliser la fonction
Et comme ça fait aussi de l'analyse en composante principale, on ne va pas utiliser PC de la fonction factor minor, mais c'est cette fonction-là qu'on va utiliser pour faire notre fichier. Donc, on va essayer de donner la base. La base, c'est toujours la base clustering. Mais on va lui préciser les variables à considérer maintenant. Les variables à considérer, cette fois-ci, c'est toujours nos 9 variables. Et cette fois-ci, nos 9 variables se trouvent de la colonne 3 à la colonne 10. Donc, on va mettre virgule. Donc, on va essayer de préciser nos 9 variables à considérer. Donc, nos 9 variables, ce sont les variables qui sont dans la colonne 3 à 10. Et on va toujours préciser qu'il faut qu'ils standardisent nos 9 variables toujours parce que nos 9 variables, on l'a déjà dit en haut, ce n'est pas dans les mêmes unités. Donc, on va toujours standardiser nos 9 variables avant de faire notre ACP. Donc, je mets virgule, scale égale à tout. Et j'exécute. Maintenant, je peux afficher les résultats de mon ACP en faisant juste summary. Summary PCE1. OK. Ici, nous avons 8 composantes principales. Et comme on l'a toujours dit, le nombre de composantes principales à considérer, il faut juste se poser la question, à combien de composantes principales la proportion de variance cumulée atteint 50%. Ici, vous voyez clairement que mes proportions ne sont pas en pourcentage. Donc, on va juste demander à combien de proportions de variance cumulée
j'ai 0,5. Parce que ce n'est pas un pourcentage. On voit que la proportion de variance expliquée par l'as 1 est de 0,54, de l'as 2 est de 0,22, de l'as 3 est de 0,09, de l'as 4 est de 0,07, de l'as 5 est de 0,04, de l'as 6 est de 0,01, de l'as 7 est de 0,003 et de l'as 8 est de 0,0006. Donc, on voit même déjà que quand on prend notre première composante principale, on a déjà les 0,5, mais étant donné que c'est beaucoup plus bon de visualiser dans le plan, on va considérer les deux premières composantes principales. Donc, on va visualiser nos différentes variables. On va visualiser les différents formages et essayer d'encercler, comment dire, leur groupe, le groupe de chaque formage. Au fait, on aura 5 cercles, passons à 5 groupes. Pour le faire, on a eu besoin de la fonction fils, picier, biplot. Donc, je vais écrire visualiser les groupes sur la CP, la CP. Je mets ma fonction f vis qui se trouve dans le package Phato Extract toujours. Donc, je mets f vis picier baplot. Je mets les résultats de mon picier. Donc, je mets picier 1, je vais afficher aussi bien mes variables que les individus. Donc, je mets label, le nom des variables et aussi bien le nom des individus qui sont les fromages égal à all en griffe. Maintenant, je vais habiller en quelque sorte les individus, c'est-à-dire mes 29 fromages, en fonction de leur groupe. Donc, je mets habillage d'état. Donc, en fonction de quelle variable, en fonction de ma variable clustering. Donc, je vais préciser la variable en fonction de quelle variable dans ma base data clustering. Donc, je sélectionne data clustering, je mets $, je mets cluster. Donc, ça me propose déjà les variables de cette base-là. Donc, je sélectionne juste cluster. Je peux essayer de donner la taille des différentes labels, c'est-à-dire les valeurs, les variables, ainsi bien que les individus qui sont les fromages, en utilisant juste la label size. Je peux mettre ça à 4 ou à 3.
Bon, je mets ça à 3. Si ce n'est pas trop grand, on viendra changer. Les points de façon, on a les labels, on a aussi les points qui sont en quelque sorte les coordonnées des variables ou des individus. Je peux réduire le point. Je peux mettre point size à 0,5. Je veux faire au fait des cercles. C'est ça. On appelle beaucoup plus dans les des ellipses. Donc, je vais dire, si je vais ajouter des cercles. Donc, je mets à 10. Ellipse. Ça me propose déjà ça. Égal à trou. Et j'exécute. Ça vient. OK. Donc, j'ai mes trucs là. Je vais. Donc, on voit réellement clairement nos 5 groupes et les fromages qui sont dans chaque groupe. On voit que le groupe qui est ici, qui comporte les fromages F23, F3, F17, F20, c'est beaucoup plus des fromages qui sont riches en calcium, en protéines, en cholestérol, en calories et en lipides. Les fromages du groupe 4 sont des fromages qui sont beaucoup plus riches en folate, en rétinol et en sodium. Et les fromages du groupe 2 suivent beaucoup plus les fromages du groupe 3 qui est en vert ici, en termes de teneur en ces propriétés nutritives là qui sont calcium, protéines, cholestérol, calories, lipides. Et on voit clairement que les fromages du groupe 5 sont les fromages les plus pauvres dans tous ces éléments nutritifs là. Voilà les quelques lignes de code pour pouvoir faire notre classification hiérarchique ascendante. Je ne sais pas si on va continuer avec le cas directement ou on va d'abord prendre des questions sur classification. Clarisse, ma suggestion, comme la partie qui est ministre n'est pas longue, c'est pas long. Oui, Et je pense que tu peux aller sur ça et, et on va prendre les questions quoi, complètement à la fin. C'est plus simple. OK, docteur. OK, pour Mm. mon commune, je vais toujours utiliser notre base de données, la nommée fromage. On ne va pas changer de base de données. Et on va essayer de supprimer les... Non, bon, est-ce qu'on a besoin de supprimer ce qu'on vient de faire? Non. Les résultats, non. On va continuer. Donc, comme je le disais, on va toujours utiliser notre base de données fromage. Et
les différentes étapes qu'on avait fait pour notre classification hiérarchique ascendante, c'est-à-dire standardiser les données, sont aussi nécessaires pour notre base pour faire du Camille, au fait. Donc, rapidement, on peut, au fait, créer un autre script à côté. On aura toujours besoin de la base. Donc, je peux recopier quelques lignes de code ici. Quand on va venir sur notre script de Camille, on va expliquer un peu. Donc, on a besoin de standardiser nos trucs. Donc, jusqu'ici, cette partie-là est toujours valable pour notre Camille, au fait. Donc, pour notre Camille, toujours, on a toujours besoin d'extraire juste les variables qui concernent les 9 caractéristiques du fromage. Essayez toujours de renommer notre base nommée fromage, nos lignes par le nom des fromages. Essayez toujours de standardiser ça en utilisant toujours la fonction scale. Donc, toutes ces parties-là sont toujours valables. Et ce qui nous intéresse d'abord pour notre cas mine, c'est d'identifier le nombre de groupes à considérer. Combien de groupes on va considérer pour faire notre typologie des fromages au fait. Et pour le faire, on aura toujours besoin du package Fato Extra. Et comme on a déjà chargé, on a besoin de la fonction fviz clustering de ce package pour déterminer le nombre de groupes à considérer. Donc, je vais dire déterminer le nombre de groupes à considérer pour notre Camille. À considérer pour Camille. Donc, on va utiliser la fonction fviz cluster underscore cluster NB cluster. Oui. Excusez Clarisse, vous pensez finir dans combien de temps? On peut vous donner encore 20 minutes? Oui. Ça va suffire? Oui. OK, merci. Donc, on va donner la base qu'on vient de standardiser. Et dit que on veut faire du Camille sur les groupes qu'on veut identifier. Là, on veut faire du Camille. Et la méthode qu'on veut utiliser, non. La méthode qu'on veut utiliser là, c'est la méthode de Elbon. Donc, on va préciser la méthode. Égal. On aura notre groupe et c'est à partir de notre groupe qu'on va essayer d'identifier le nombre de groupes à considérer pour faire notre Camille. Donc, on a notre graphe ici, plutôt. Et comme l'a dit le docteur,
On regarde là où notre courbe forme de coude au fait. C'est à quel niveau notre courbe forme de coude? C'est là, c'est ça on va prendre pour dire que c'est à ce niveau, si on projette ça sur l'axe des abscisses, c'est le nombre de groupes auquel ça va convenir, c'est le nombre de groupes qu'on va prendre. Donc, on voit que notre courbe forme une certaine groupe, comme groupe de main là. Ici, donc si on projette ça sur l'axe des abscisses, on voit que ça correspond à 4 groupes. Donc, le nombre de groupes qu'on va considérer, ça sera 4. Et on va essayer de faire maintenant notre 4000 pour voir les différents individus qui sont dans les 4 groupes. Et pour le faire, on va nommer ça les autres Carmine. Les autres. Carmine. Et je mets les autres, je donne un nom. Les autres, underscore. Carmine. J'appelle, on a juste besoin de la fonction Carmine elle-même. Donc, j'appelle la fonction Carmine qui se trouve dans le package stats, mais on n'a pas besoin d'installer le package stats. Elle configure directement le package stats. Donc, on va lui donner notre base et dire que nous voulons 4 groupes. Donc, je copie, je mets le nom de ma base ici, je mets virgule. Centre égale à 4. Dans la fonction, le nombre de groupes est précisé par center. Donc, on écrit center égale à 4 groupes et on exécute. On peut afficher les résultats. Donc là, ça nous donne maintenant les individus et leurs groupes, les différents formages et les groupes auxquels ils appartiennent. Et ça nous donne aussi la variance intra-groupe que ça explique. Donc, c'est à 72,8%. Donc, on va toujours maintenant former notre base pour pouvoir toujours faire de statistiques descriptives. Donc, c'est presque les mêmes procédures que ce qu'on a fait en classification hiérarchique ascendant. Il faut créer de data frame, mettre notre base, notre curseur qu'on a eu avec notre Carmine et faire de la statistique descriptive sur ça. Donc, je vais mettre data Carmine. Data Carmine. Et en bas, je vais mettre toujours data Carmine. Créer mon data frame. Donc, ça me propose déjà data frame. Je sélectionne. J'aurais déjà dit que formage
égale à fromage, donc je mets exactement les mêmes choses, juste que c'est mon cluster, ma variable cluster qui varie au fait, parce que ce ne sont pas les mêmes groupes qu'on a eu et ce ne sont pas forcément les mêmes individus qui sont dans les groupes. Donc, c'est la variable cluster ici qui va changer. Donc, je mets un fromage. Fromage. Égale à fromage. Virgule. La variable cluster ici, je vais mettre cluster égale. C'est le résultat que je viens d'avoir. En faisant un dollar sur ça, j'ai mes cluster. Surtout dans mon truc. Dollar. Cluster. Donc, ça me dit déjà cluster. Donc, c'est ça, je vais prendre. Et je complète juste la base d'état que j'avais déjà nommé en pour l'autre d'état CAH. Et j'exécute. Donc, c'est avec cette base, maintenant, je vais écrire exactement l'autre fonction de truc là, en changeant juste la base et mon cluster pour avoir mon statistique descriptive. Donc, j'ai mes fromages, mes clusters que Camille me donne et mes différentes variables qui représentent les propriétés nutritives. Donc, je peux partir en haut, copier la fonction que j'avais déjà écrite. Bon, je pars dans l'autre truc, je copie. C'est ça, au fait. Arrivé là-bas, je vais changer le nom de la base. Donc, ici, au lieu d'avoir data clustering, j'aurai data coming. Je vais mettre data. Je vais voir. Et j'exécute. Bon, je vais nommer ça la résultat 1, result 1. Et j'exécute, je mets result 1 pour visualiser. OK. Donc, j'affiche. Et j'ai ma table de statistiques descriptives. J'ai ma table de statistiques descriptives pour chaque groupe, au fait. Donc, j'ai mes 4 groupes. Donc, je viendrai au niveau du cluster ici pour voir les formats qui sont dedans et dire. Mais je peux toujours faire de l'ACP encore sur ça et voir réellement les formages, les variables et toujours interpréter ça en fonction de mon ACP. Donc, je peux toujours faire de l'ACP et dire, comme c'est l'autre base qui nous avait permis de faire l'ACP, ça
pas trop, est différent. Donc, on peut copier ici la visualisation, mais ici maintenant, ça serait maintenant, au lieu de dire d'habiller en fonction de data clustering, cluster, on va dire de data coming cluster. Et voilà maintenant notre graphe. Donc, pour visualiser dans ce cas ici, ici on n'a pas habillé en fonction de cluster qui se trouve dans data cluster, mais dans cluster qui se trouve dans data coming. On peut copier et mettre ça ici. Donc, on peut visualiser. On a déjà le résultat et ça vient. Ça vient. Wow. OK, on va zoomer. Donc, on voit que le groupe 4 ici est composé des fromages F13, F3, F10, F20, F9 et F12. Et ce sont des fromages les plus riches en calcium, en protéines, en cholestérol, en calories, en lipides. Et que le groupe 2 suit beaucoup plus le groupe 1 en termes de teneur dans ces variables-là. Mais que le groupe 1, ce sont les groupes de fromages qui sont riches en sodium, en rétinol, en folate et est composé des fromages F7, F5, F8, F14. Le groupe 3, c'est toujours notre groupe qui comporte les fromages qui sont plus pauvres en calcium, en protéines, en cholestérol, en calories, en lipides. Et est composé des fromages F29, F16, F2, F17. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire de notre camine. S'il y a des questions, OK, merci beaucoup, Clarisse. Chers amis, on est à la fin de cette session pratique. Il y a certainement des questions. Et nous n'allons plus trop vous retenir, mais on va essayer de répondre rapidement à quelques questions et pour permettre aux gens de partir. Il y a le groupe WhatsApp qui est là et nous pouvons nous rendre disponibles et répondre à quelques préoccupations. Mais on va prendre des questions. Et Monsieur Boniface, Monsieur Boniface, vous êtes là? Euh, alors, on va voir ceux qui lèvent la main. OK. Et il y a Monsieur Bia qui lève la main, donc on va le promouvoir. Monsieur Bia, c'est toujours la même, c'est l'ancienne, mais c'est la nouvelle main.
Euh, C'est l'ancienne, mais mes excuses. Merci beaucoup. J'imagine Monsieur Choropa aussi. OK. Et il y a des questions, bon, la plupart des questions sont déjà dans le Q&A, sont déjà adressées. Le lien YouTube, dès que le forum va publier ça, vous l'aurez, c'est souvent partagé aussi dans le groupe WhatsApp, mais on va compiler ça. On va les compiler pour tous les 5 jours de formation et vous envoyer ça par email. Ça sera également partagé ça sera également partagé dans le forum. Et pour les autres qui n'arrivent pas à recevoir les mails, et si vous avez connaissance de collègues ou bien d'amis qui ont suivi la formation, vous pouvez aussi les avoir auprès d'eux ou bien des personnes qui sont dans le groupe WhatsApp. Et la difficulté, c'est que certaines adresses email ont été mal écrites et c'est difficile pour nous de les corriger. Euh, on fait comment pour la suite de la partie clustering? Bon, c'est ça qui vient d'être fait. Et si vous mettez vos adresses email dans le chat, on ne pourra pas les prendre. On ne pourra pas les prendre. Et c'est peut-être de nous envoyer un email directement et là, on peut vous répondre. Et pouvez-vous nous copier-coller les données dans Excel? Non. Main levée, Monsieur Badi. Je ne vous vois pas. OK, Monsieur c'est Badi Bassa, oui, vous pouvez parler. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Merci. Ok, merci docteur. Euh, Merci pour la présentation. En réalité, moi, j'ai une question sur la classification. J'aimerais voir la différence qu'il y a entre la classification faite directement sur les bases de données qui ont été standardisées, tout ça, et puis la classification faite sur les résultats de l'ACP. Je ne sais pas, j'ai rejoint le groupe directement à mi-chemin. Je ne sais pas si j'ai raté le début, puisque j'ai l'habitude de faire la classification sur les résultats de l'ACP. Maintenant, je ne sais pas si c'est la même chose ici, puisque j'ai suivi à moitié, je n'ai pas vu le départ. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux types de classification. Et on va répondre directement pour gagner un temps. L'ACP ne fait pas de la classification. Ça, c'est important à clarifier. L'analyse en composant principal ne fait pas. Vous ne m'avez pas Vous dites? compris. Quand on fait l'ACP, on Oui. obtient le résultat de l'ACP. On fait une classification appliquée sur les résultats de l'ACP. C'est ça que je voulais demander. Est-ce qu'il y a une différence entre cela et celle qui a été présentée aujourd'hui? Ah, OK, je vois. Et oui, ce que vous êtes en train de dire là, c'est de la classification hiérarchique sur composante principale. Okay. Alors, c'est une approche qu'on utilise lorsqu'on a un très grand nombre de variables et qu'on veut réduire, on veut réduire la dimension avant même de faire la classification. Et c'est souvent le cas lorsqu'on est en présence de variables qualitatives. Donc, il est très fréquent de faire, par exemple, c'est souvent une AFCM, une analyse factorielle des correspondances multiples. Et cette analyse permet de créer des composants principaux et on utilise maintenant les composants principaux pour faire la classification. Alors, et cette classification qui est faite, elle n'est pas différente de la classification numérique qui est ici. C'est la même démarche. La seule différence, c'est que là-bas, la classification, elle est faite sur les composants principaux. Et comme je l'ai dit, c'est une approche qu'on utilise lorsqu'on a soit un grand nombre de variables
ce qui permet de réduire le bruit qu'il y a dans la matrice de données et de retenir juste les axes factoriels, bien les composants principaux qui sont importants et après de continuer les analyses. C'est la classification qui est faite là-bas, elle n'est pas différente de celle qui est faite ici. C'est toujours la classification hiérarchique ascendante. C'est juste que des deux côtés, c'est juste que là-bas, c'est sur les composants principaux et ici, c'est sur les variables directement. Mais dans ce dernier cas que vous avez précisé, l'interprétation devient un peu moins aisée parce qu'il faut comprendre les variables initiales qui sont prises en compte sur chaque composante principale pour pouvoir mieux caractériser les groupes. Bon, et il y a des procédures pour le faire, mais on ne pourra pas l'aborder au cours de cette session. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation. Oui, docteur, c'est bon, merci. Monsieur Badjibassa. OK, merci. OK. Autre, Vous répondez autre encore à des question? questions. OK. Bon, je ne... Main levée, Abé, Kazedi, non. Gabin, non. OK, je pense qu'il n'y a plus... Je vois des mains levées, mais je me dis que c'est pas... Monsieur Yoruba, vous voulez poser une question? Non. Non. Euh, Pouvez-vous... Bon, je pense que c'est bon. OK. Oh, Oui, la journée a été longue. il y a une question. Pour les données qualitatives, quelqu'un demande comment faire la classification en cas de données qualitatives. Oui, lorsque vous avez des données qualitatives, comme je viens de dire à M. Badji Bassa, en général, ce qui se fait ici, et on fait la classification hiérarchique sur composantes principales. Donc, ce qu'on va faire dans le cas des variables qualitatives, on va faire une analyse factorielle des correspondances multiples, une ACM, sur ces variables-là. Et l'ACM va créer des composants principaux qui sont quantitatifs. Et c'est sur ces composants principaux-là qu'on fait maintenant la classification. Et après, on peut caractériser les classes qu'on va obtenir. Et c'est pas compliqué. Si vous allez dans Google et vous tapez classification hiérarchique sur composantes principales, vous, vous aurez les ressources pour le faire. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelques lignes de code seulement et le tout est joué. Donc, pourquoi le nombre de groupes avec le K-min est différent du nombre de groupes avec la classification? Est-ce que c'est différent? Et Clarisse? Oui, docteur. Oui, le nombre est Oui, il y a une différent. question. De classification, on avait trouvé 5 groupes. Au niveau du CAMIN, on avait trouvé 4 groupes. OK, Donc, OK. Donc, il y a une question qui demande pourquoi le nombre de groupes est différent. OK. On peut dire d'abord que c'est... Okay. The training is still on. The training is still ongoing. Oui, oui, vas-y, et Clarisse, on va finir avec. OK. Donc, on va dire que le nombre de groupes est différent parce que c'est pas... Ils n'utilisent pas exactement les mêmes approches. Et comme on l'a dit, le CAMIN, au fait, quand on essaie de varier, c'est des méthodes de machine learning non supervisées. Donc, ça n'a pas les mêmes approches, exactement les mêmes approches comme la classification hiérarchique ascendante. De plus,
toutes ces méthodes-là aussi, ce sont des statistiques beaucoup plus descriptives. Ce n'est pas des statistiques inférentielles où on dit que c'est à tel seuil exact, on rejette telle hypothèse par rapport à telle, pour pouvoir dire clairement que on n'a pas, au fait, on n'est pas en train de faire une statistique inférentielle et les approches ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi on remarque les différences là. Mais on peut remarquer que les groupes sont beaucoup plus très semblables, les groupes formés par notre camine. Et On ne t'entend plus, hein? Et tu es parti. Non, moi je l'attends. Je suis en train de l'entendre. Peut-être c'est votre connexion. OK. Donc, les approches ne sont pas les mêmes, mais on voit que les groupes sont beaucoup plus semblables. Vous allez voir que si on projette notre camine, ce qu'on avait eu comme graphe, le groupe 4 qui se retrouve ici, c'est ce même groupe qu'on a eu quand on avait fait notre classification. Le groupe 1 qui se retrouve ici, c'est presque les mêmes groupes. Et c'est ici le groupe 2 et le groupe 4 qui sont au fait les trois autres groupes au fait dans l'autre dans classification hiérarchique ascendante. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette différence de groupe qu'on a observé au niveau du camine et de la classification hiérarchique ascendante. OK, je pense on va s'arrêter là. Et Monsieur Boniface, Oui, on vous je suis reprend la là. parole. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Clarisse. Merci beaucoup à Yvette. Merci beaucoup aussi au docteur Salako et au professeur Romain pour vraiment toutes ces séances. Depuis le lundi, on est là et on va toujours au-delà de l'heure prévue. Vraiment, c'est quelque chose que nous devons reconnaître et nous vous remercions vraiment pour votre patience et je remercie aussi aux participants pour le temps qu'ils ont donné. Ils rejoignent la réunion avant le temps et ils finissent un peu tard, mais ils sont toujours là avec nous. C'est pas vraiment facile. Vraiment, nous vous remercions. Vraiment, je sais pas comment, mes mots peut-être ne peuvent pas juste qualifier la joie qui est la nôtre ici au niveau des Forum pour votre engagement pour participer à cette formation. Nous sommes en train de voir comment on peut peut-être donner les certificats. C'est encore une décision qui est en train d'être discutée. Ce n'est pas encore final, mais je suis sûr que je vais aussi plaider pour vous, que vous puissiez avoir des certificats. Et si tel est le cas, mais la seule condition sera que vous ayez participé à toutes les sessions et vous aurez vos certificats directement dans vos boîtes mail. Alors, merci beaucoup. Si on a encore une formation, nous allons peut-être, la semaine prochaine, on va vous envoyer un lien là où vous allez remplir. On va essayer d'évaluer cette formation et nous vous demandons donc de bien vouloir répondre à cette enquête et nous donner d'autres, peut-être, si vous avez des besoins de formation, quels sont les cours dont vous trouvez, à part la statistique, quels sont les cours que vous trouvez qu'on peut encore organiser une formation et comme ça va nous aider dans nos planifications. Donc, merci beaucoup. On se retrouve, pour ceux qui seront en Namibie, on se retrouve en août à Windhoek. Et pour ceux qui ne seront pas là, peut-être on aura la chance de se retrouver par-ci, par-là. Bonne chance dans votre parcours académique et prenez au sérieux ce que vous avez appris ici et n'hésitez pas à visiter le lien de la chaîne YouTube où toutes les vidéos sont placées là-bas et vous serez en mesure de le voir et revoir
à votre temps pour vous aider à mieux comprendre. Et si vous aurez encore des questions, le groupe WhatsApp est là. Nos emails sont toujours disponibles. On aura donc, ça sera notre joie de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à cette formation ou soit par rapport à d'autres besoins dont vous avez comme étudiant ou comme chercheur, et on sera vraiment très content de vous assister. Merci beaucoup. Au nom du professeur Majaliwa, qui n'a pas encore eu la chance de participer à cette séance suite à de multiples occupations, je vous remercie tous et vous souhaite bonne chance et bonne continuité de votre parcours académique. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.